Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette seconde séance des Jeudis de l'Art, qui est intitulée Désensevelir, restaurer et conserver, qui va donc s'intéresser un peu plus à la conservation et à la restauration-conservation des objets qui sont trouvés en contexte archéologique. Et nous sommes très heureuses et très heureux aussi. Désolée, je suis un peu fatiguée, je risque de bafouiller dans la soirée. Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir parmi nous trois spécialistes de la question. Et nous commençons tout de suite, puisque nous avons trois interventions qui vont être riches et pleines d'informations. Nous commençons tout de suite avec l'intervention de Sophie Delbar-Berchi, qui est archéologue et historienne de l'art, qui est conservatrice aussi au musée d'Avenches, qui a soutenu une thèse de doctorat en 2007 sur les mosaïques romaines en Suisse, je crois, et qui va justement ce soir nous présenter une mosaïque précieuse, enfin en marbre précieux, qui a été retrouvée dans le cadre des fouilles archéologiques qui ont été faites à Avenches et qui montrent la richesse de ces décors qui avaient été mis en place à l'époque romaine. Ah voilà, il faut appuyer, c'est bon. Alors je suis désolée pour les couleurs parce que cette mosaïque est très belle en vrai. Mais en effet, donc je vais vous parler aujourd'hui de la dernière découverte d'une mosaïque à Avenches en 2018, une découverte fortuite. Et en fait, l'idée de cette communication, c'est de vous montrer finalement le parcours de cette mosaïque depuis sa découverte fortuite, en passant par bien sûr son étude, sa restauration et sa mise en valeur. Donc c'est vraiment le circuit total. Alors, petit point de situation, donc Avenches se situe à l'endroit où vous le voyez ici sur la carte. On est donc en Suisse. Vous avez un territoire très vaste en fait qui est administré par cette ville qui est capitale, qui est une colonie. Et l'ovale que vous voyez s'étend du lac Léman au lac de Constance et correspond au territoire des Helvètes, donc au territoire qui est justement administré par cette ville. Donc c'est une ville importante qui comptait à peu près 20 000 habitants à l'époque romaine. Une ville qui compte donc de nombreux quartiers d'habitation, mais aussi des monuments publics. Et on le devine là sur l'aquarelle, un très grand mur d'enceinte qui a été construit à l'époque de Vespasien en 71 après Jésus-Christ. Alors la découverte dont on va parler ce soir, elle est un petit peu excentrée, comme vous le voyez, elle est intramuros, mais juste en dehors des quartiers réguliers. Il s'agit en fait d'une fouille de sauvetage, comme la majorité des fouilles que l'on fait sur le site. Donc, comme on est site classé national, on a l'obligation de fouiller chaque fois que des travaux sont faits dans la ville d'Aventicum. Et ici, donc, vous voyez le tracé en rouge d'une canalisation qui a dû être refaite donc, sur la route importante, le contournement de la ville moderne. Et à l'endroit du point bleu, donc on a suivi évidemment ce chantier sur des mois. Et puis en août 2018, à l'endroit du point bleu, une mosaïque est sortie sous la pelle mécanique. Alors, avant de parler de la découverte, l'endroit où on se situe d'un point de vue de la ville romaine, cette fois-ci, donc on voit qu'on est également pour la ville romaine au bord d'une route, le bord du Cardo Maximus, en fait, donc de la route principale. On est en effet un petit peu décalé par rapport au centre urbain, mais on est vraiment à l'intérieur des murs de la ville. Alors voilà la découverte. Donc c'est une tranchée à l'origine d'1,50 m de large, sur des centaines et des centaines de mètres. On a trouvé toutes sortes de choses pendant cette fouille. Mais un jour, donc en août 2018, la pelle mécanique a tapé sur quelque chose de dur. Des tesselles, donc des cubes de pierre se sont détachés. Tout a été arrêté, évidemment. Et il a fallu se préparer à prélever, à faire quelque chose avec cette mosaïque, vous allez le voir. Et on a quand même pu élargir un tout petit peu la tranchée, mais vous voyez l'implantation, donc on est en bord de la route. La route n'a pas été fermée, elle, donc vraiment en bordure de route, donc des conditions extrêmement difficiles au niveau de la fouille. Alors voilà la fouille, la mosaïque est maintenant à peu près dégagée, elle n'est pas encore nettoyée. Donc là, c'est les archéologues qui en sont en train de s'affairer autour de cette mosaïque.
Et puis, donc là, vous la voyez de dessus et vous devinez peut-être l'impact ici, l'impact de la pelle mécanique. Et donc le reste a été dégagé, heureusement, tout à fait proprement. Alors, avant de parler de son prélèvement, quelques mots sur la mosaïque elle-même. Donc cette mosaïque est exceptionnelle en fait. Donc on connaît très bien les mosaïques d'Avenches, on en a 120 qui sont connues à ce jour. Mais malgré ça, cette mosaïque est absolument hors norme, très très originale d'un point de vue technique, on va le voir. C'est une mosaïque relativement petite, de 2 mètres par 2 mètres 50 à peu près. Donc la pièce elle-même devait faire 2 mètres par 3, donc toute petite pièce. Et comme vous le voyez, on a donc un panneau central sur lequel on reviendra, un panneau carré, avec autour une grande bande de raccord jaune parsemée de plaquettes de marbre. Donc voilà un détail de cette bordure jaune. Donc des très grands marbres de l'Antiquité. On a en fait tous les grands marbres les plus célèbres de l'Antiquité, les porphyres, les marbres de Turquie, de Grèce, de Tunisie, d'Italie. On a absolument tous les marbres qui sont représentés dans cette grande bande jaune. Ce type de décor est connu, pas du tout en Suisse, mais est très bien connu de manière assez précoce, premier, deuxième avant et premier après en Italie, un peu en Gaule du Sud, mais toujours sur fond noir et sur fond blanc. Donc le principe est connu, mais en revanche, la couleur jaune est unique. Par contre, la couleur jaune est très bien connue à Avenches, puisqu'on a en fait le calcaire jaune du Jura qui est très utilisé dans l'architecture et dans les décors en mosaïque. C'est une forme de marque de fabrique des artisans locaux. L'intérieur, donc ce canevas géométrique carré, est alors là aussi tout à fait connu, de même que les décors de fleurons, décors géométriques, ça, il n'y a rien d'inhabituel. Un exemple ici dans le canton de Berne, donc à proximité d'Avenches, d'une composition très similaire. Voilà, on pourrait en montrer d'autres, mais en voici une. À l'intérieur, le médaillon central présente un décor, là aussi très connu, très célèbre, qu'on retrouve un peu partout. C'est un vase de jardin, donc un récipient en forme de vase, mais qui sert de fontaine. Et on voit très clairement au-dessus de l'eau les jets. Vous avez 4 jets d'eau ici, avec 2 petits oiseaux, vous ne les voyez pas bien sur l'image, 2 petits oiseaux gris qui sont en train de s'abreuver au jet d'eau. Alors ce type de motif est bien sûr extrêmement célèbre depuis l'époque hellénistique, donc déjà au deuxième avant, le fameux sol de Sossos de Pergame, décrit par Pline, mais est en fait utilisé sous des formes diverses jusqu'à l'Antiquité tardive. Donc on a vraiment ce motif, ce leitmotiv avec des formes diverses qui perdurent, ça j'ai mis pour Alix, aussi sur la peinture murale. Donc on en a partout de ces représentations de fontaines, de jardins avec des oiseaux qui s'abreuvent. On en a aussi un à Avenches d'ailleurs. Ici c'est un récipient avec une oie qui est posée sur le récipient. Alors ce type de vase de jardin est également connu en vrai, pas seulement sur les mosaïques. Et là, vous avez une découverte du XVIIIe siècle à Avenches, un magnifique vase de jardin en marbre translucide, donc un marbre de Lougny extrêmement précieux, donc, qui laisse passer la lumière. Et on voit clairement que ce vase de jardin a servi de fontaine, puis vous voyez le trou dessous qui permettait l'amener d'eau. Et un autre élément découvert à Avenches aussi, c'est cette fois-ci vraiment un jet d'eau, qui n'est pas associé à ce vase, mais un jet d'eau, qui ici prend la forme d'une pomme de pin, avec criblé de petits trous. Et en fait, de ces petits trous sortaient tous les jets d'eau. Alors là, on peut se demander justement ce vase de jardin, dans quelle matière, qu'est-ce que le mosaïste a cherché à représenter en fait avec cette couleur un peu ocre. Et on peut se demander si le mosaïste n'a pas voulu représenter en fait la translucidité d'un vase en marbre saccharoïde translucide comme celui qu'on a trouvé à Avenches. Là, vous voyez un test, un essai qu'on a fait sur le vase qu'on a dans nos collections. Mais en fait, les particularités de ce pavement sont encore plus difficiles à observer. Donc là, vous retrouvez notre pavement. Mais si on s'approche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas seulement des morceaux de marbre dans la bordure jaune, mais qu'on en a en fait partout. On a des éléments de marbre, comme vous les voyez ici, qui sont insérés absolument partout dans la mosaïque. Toujours ces grands marbres, toujours les mêmes types de marbres.
De plus, on a quelque chose qui est alors absolument unique au niveau du monde romain, c'est qu'on a l'insertion de marqueterie de marbre, donc d'opus sectilé, inséré dans la composition elle-même. Et là, vous en voyez un des motifs, donc un motif en porphyre vert avec des pétales en giallo antico, donc en marbre de Chemtou. Et là, vous retrouvez le même motif, et un autre également avec des motifs de carré, donc formés de 4 triangles, qu'on connaît très bien dans l'opus sectilé, mais qui n'est jamais inséré sous cette forme dans une mosaïque. De plus, une autre particularité, c'est qu'en fait, les tesselles elles-mêmes, les cubes, sont taillés dans ces mêmes marbres. Pas pour toutes les tesselles, mais notamment pour les rouges, pour les jaunes, pour les vertes, pour les gris-bleus. Donc c'est les porphyres, c'est le rosso antico, c'est le giallo antico qui a été taillé pour fabriquer les tesselles. Il faut savoir que ce n'est pas du tout normal. Dans nos régions notamment, on n'a vraiment que de la roche locale. Quel que soit le pavement, on n'a que de la roche locale. Et même dans la partie centrale, donc ce fameux motif de vase de jardin est en fait entièrement constitué de tesselles en giallo antico, rosso antico et en marbre gris-bleu. Donc aussi pour le vase et pour les oiseaux. Alors passons à, vous l'avez compris, le motif est très important, passons à sa restauration, surtout déjà à sa dépose, c'était très compliqué, donc le chantier a été arrêté, stoppé pendant 1 mois et demi. Pour permettre la dépose du pavement, qui est bien sûr qui était fondamentale, vous l'avez bien compris. Donc là, vous avez l'entoilage dans la première dia. Ensuite, un grand coffre a été construit pour en fait prélever en bloc la mosaïque. C'est un choix qui a été fait. Donc c'est un grand coffre avec la mousse expansée à l'intérieur, donc qui a permis de prélever, d'arracher de terre en fait la mosaïque. Ici, vous avez ce fameux coffre qui est en cours on a donc entouré ce grand coffre de métal pour pouvoir ensuite l'arracher de terre. Vous le voyez ensuite prélevé par une grue, un bloc de 7 tonnes qui a été prélevé au centimètre près par le grutier. Ici, une opération très délicate de retournement du bloc pour l'avoir à l'envers, pour pouvoir la restaurer par la suite. Et ensuite, la mise dans notre dépôt. Vous voyez ici la grue qui le dépose dans le dépôt. Alors, grâce à ce prélèvement et puis au retournement de la mosaïque, on a pu fouiller, bien sûr, dessous la mosaïque. Et ces informations de terrain sont très importantes, elles aussi. Donc on a en fait une mosaïque qui occupait une petite pièce d'un bâtiment qui était en bordure de la voie principale, mais qui était en terre et bois. Donc c'est vraiment des parois périssables. Et surtout, la fouille très attentive nous a permis de dater précisément ce pavement. Donc il est tellement original que stylistiquement, c'était impossible de le dater. Et en fait, il est daté de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, ce qui est absolument pas normal là non plus, puisqu'en fait, on a très rarement des mosaïques à cette période-là. L'immense majorité des mosaïques de cette région ont été posées un siècle après, donc autour de 200 après Jésus-Christ. On a cependant quelques sols de cette même période connus, notamment à Avenches. Ici, vous en avez 2 exemples. Et ils se caractérisent surtout par une mixité des techniques. Donc, de ce point de vue-là, notre mosaïque en marbre précieux est assez proche, même si elle est unique. Donc, une mixité, par exemple, une partie en tessellatum, des plaques ici en calcaire, un sol en béton. Donc, vraiment cette mixité tout à fait typique. Ici, je vous montre donc le palais derrière la tour, la restitution du sol qui se trouve au milieu justement d'une pièce en béton. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin du 1er siècle à Avenches ? C'est une période très, très importante, puisque en 71, je vous l'ai dit, la ville devient colonie. Ce statut lui est offert par Vespasien lui-même. Et donc, ça va bien sûr provoquer un développement extrêmement important de la ville, notamment dans la construction de bâtiments publics. Le mur d'enceinte, un mur d'enceinte de 5,5 km, qui a été vraiment construit de manière honorifique, qui n'a pas du tout de fonction préventive, de défense. Et puis 2 bâtiments très importants, notamment le sanctuaire du Cigognier, qui est un sanctuaire très immense, donc qui a été construit sur le modèle du Forum de la Paix à Rome, et le théâtre qui lui fait face. Et un autre bâtiment à côté du Forum, toujours de cette même période, un bâtiment dont la fonction est assez énigmatique, mais dans laquelle on a trouvé une statue de Minerve acrolyte de presque 3 mètres de haut. Alors pour essayer de replacer tout ça dans le contexte, cherchons finalement dans les collections où
on trouve ces fameux grands marbres, les 2 porphyres et le giallo antico notamment. Donc ce sont les marbres les plus chers dans l'Antiquité. Et si on regarde les grandes quantités qui se trouvent dans nos collections, on s'aperçoit que les grands lots de porphyre vert et rouge se trouvent dans ces 3 bâtiments de la fin du 1er siècle. Alors ça, c'est valable pour le porphyre vert, le porphyre rouge, et le giallo antico ne se retrouve que dans le sanctuaire du cigognier et la démolition du théâtre. Donc il est très vraisemblable que notre mosaïque a été en fait construite à cette même période, ça on le sait maintenant par la fouille, mais surtout avec les déchets de travail des artisans qui ont travaillé sur le chantier du cigognier. Et si on étudie en détail les marbres du cigognier que vous avez ici en haut à gauche de l'image et les marbres de la mosaïque, ce sont exactement les mêmes. Alors on l'a compris, cette mosaïque était fondamentale dans son étude. Donc là, vous avez le résultat de l'étude. Cette étude a été publiée en 2018. Et bien sûr, notre but ensuite, c'était de la montrer au public, de la rendre quelque part à la population d'Avenches. Donc elle a été restaurée par notre laboratoire de restauration. Vous avez ici le nettoyage du revers. Donc on a désépaissi le mortier de revers. Ici, donc le retournement sur un support moderne avec donc le nettoyage de la surface. Il restait à savoir comment l'exposer. Et ça, c'est un autre problème, c'est qu'en fait, à Avenches, nous avons un musée de cire très ancien qui date de 1838, donc il y a plus de 180 ans. Mais depuis plus de 180 ans, il se trouve dans le même bâtiment, une tour du XIe siècle, qui se trouve posée sur l'amphithéâtre, comme vous le voyez, qui a une petite porte et qui n'a pas d'ascenseur, qui a des planchers flottants, qui a des poutres à 1,90 m, comme vous le voyez ici dans la salle. On a refait l'exposition d'ailleurs en 2018-2019. Et notre mosaïque ne rentre tout simplement pas par la porte. Donc nous avons quand même insisté pour montrer cette mosaïque. Nous avons dû trouver une autre salle, une salle communale, et nous avons pu la présenter en mai de cette année. Donc nous avons habiller une salle communale avec notre scénographe de manière à présenter cette découverte assez exceptionnelle. Vous voyez qu'il a construit une espèce d'écrin en tissu autour de la mosaïque elle-même avec quelques vitrines l'accompagnant. Donc on voyait cette mosaïque à travers un tissu avant de la voir en vrai. Là, vous la voyez donc exposée avec les marbres du cigognier. Donc, vous voyez sur la rambarde en fait de la mosaïque, vous avez les marbres du cigognier qui permettent de faire vraiment le parallèle entre les deux. Et puis donc la mosaïque elle-même présentée avec le fameux vase de jardin, à l'intérieur duquel on a même mis la lumière pour faire marcher la fameuse translucidité et le jet d'eau avec son... donc on l'a associé exceptionnellement au vase. Voilà, donc on a en effet pu rendre aux Avenchois, leur montrer cette découverte qu'ils avaient vue au fond d'un trou, sous la route qu'ils empruntent tous les jours. Et ils étaient vraiment tellement surpris et enchantés de cette découverte qu'on était très heureux de pouvoir la leur montrer en vrai. Je vous remercie. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une découverte assez incroyable que, en creusant, enfin, même si la fouille de conservation était prévue, mais de trouver une mosaïque de cette qualité, puis surtout de cette époque-là à Avenches, effectivement, c'est quand même un motif qui est assez fascinant et qui montre bien surtout tout ce qui reste encore à découvrir, parce que ça donne encore envie d'aller regarder un peu plus loin pour voir si on ne pourrait pas trouver quelque chose, et probablement aussi des éléments sur l'habitation dans laquelle elle se trouvait. Mais nous laissons tout ça pour tout à l'heure. On va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va enchaîner nos 3 conférences et on garde les questions sur le côté pour pouvoir les poser à la fin. Et donc, je passe maintenant la parole à Marine Crouzet, qui est conservatrice, restauratrice d'objets archéologiques, qui a une spécialité justement sur la restauration du mobilier archéologique métallique, qui est une spécialité en soi, parce que forcément, retravailler le métal qui a été enterré pendant un certain temps, ça ne se travaille pas exactement de la même façon que les objets métalliques qui n'ont pas connu l'ensevelissement.
et qui aujourd'hui, me semble-t-il, est à Arles, où elle travaille dans un laboratoire justement spécialisé dans ces éléments-là, et elle est la spécialiste au sein de son laboratoire sur la question des objets métalliques, et qui va donc nous présenter ses recherches sur le thème de dégager, nettoyer, révéler, la conservation-restauration d'objets archéologiques, une microfouille au service de la connaissance scientifique. C'est effectivement extrêmement prometteur. Merci beaucoup, et merci beaucoup à l'Institut de m'avoir invité aussi. Oui, donc merci pour la présentation, c'est en effet très, très correct. Je travaille à Arles, je suis restauratrice d'objets archéologiques en métal, et dans mon entreprise, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on est aussi expert corrosion, donc on travaille aussi pour des diagnostics corrosion, structures, monuments historiques, etc. Et pour la partie conservation, restauration du patrimoine, on est 4 conservateurs, restaurateurs, restauratrices à travailler sur le patrimoine métallique, de l'archéologie à la sculpture contemporaine, en passant par le mobilier liturgique, les objets de musée, etc. Donc moi, je vais vous parler vraiment de l'objet archéologique comme un milieu archéologique en tant que tel. On va vraiment changer d'échelle par rapport à la présentation précédente. Et on va voir que notamment dans la conservation-restauration d'un objet métallique, la question de l'ensevelissement et du désensevelissement sont vraiment des questions prégnantes et importantes, puisque c'est vraiment dans les produits de corrosion qui sont sur les objets qu'on va retrouver beaucoup d'informations. Je vais passer assez rapidement sur les notions de départ parce que j'ai bien l'impression que vous maîtrisez le sujet, mais c'est pour vraiment insister par rapport à d'autres spécialités en conservation-restauration. Je vais insister sur la partie archéologie et la partie métallique. L'objet archéologique, son objectif, c'est pas, en tout cas aujourd'hui, ça n'est plus d'être un bel objet qu'on va exposer et qui va briller. C'est vraiment de le considérer comme une source historique, comme le support d'une étude. Donc nous, on va se concentrer sur la matière du point de vue du métal, mais on a toujours en tête que cette matière, elle porte une forme et donc un message. Dans notre laboratoire, on peut avoir des objets de toute époque et de tout type de contexte. On est spécialisé en métal, mais ça peut vraiment être assez varié. Là, je vous ai mis des objets qui sont de contexte sous-marin ou subaquatique, des objets en fer, en alliage cuivreux, des objets issus de contextes aussi funéraires. C'est vraiment assez varié, et vous verrez qu'en fonction du contexte et en fonction du matériau, la corrosion n'est évidemment pas la même, les phénomènes chimiques ne vont pas être les mêmes, et on ne va pas retrouver le même type d'informations également. Donc pour nous, c'est important quand on commence à travailler sur un objet d'avoir aussi en tête et d'avoir un dialogue avec les archéologues. Donc nous, on est prestataire privé, donc on a des contacts avec les archéologues, mais qui ne sont pas aussi faciles que dans le cadre d'un musée ou d'un service archéologique. Il faut qu'on aille vraiment échanger, dialoguer, chercher des informations qui vont nous aider et nous guider dans les processus de nettoyage qui vont suivre. Le problème principal des objets archéologiques en métal, c'est vraiment cette difficulté à voir l'objet. La corrosion prend du volume, recouvre, masque, change de couleur, et la conservation-restauration d'objets archéologiques intervient en partie pour résoudre ce problème de visibilité et essayer d'aller donner plus d'informations aux archéologues. C'est pour ça qu'on va vraiment parler de microfouilles. La plupart du temps, là, ce sont des objets qui sont quand même assez identifiables, mais on a très souvent des sacs de morceaux d'objets qui ne sont pas du tout identifiés, qui arrivent chez nous au laboratoire comme objets indéterminés. Et c'est vraiment la restauration qui va participer à la compréhension d'un objet et donc, par extension, d'un site. En plus, ces objets sont particulièrement fragiles et instables. C'est le cas pour la plupart des objets archéologiques. Le métal, lui, en plus, il va avoir des phénomènes physico-chimiques qui vont entrer en ligne de compte. Et on va parler d'instabilité lorsque les produits de corrosion vont réagir de façon plus prégnante avec les conditions environnementales. Il faut savoir que pour tous les objets, mais encore plus pour le métal, la fouille représente vraiment une rupture physico-chimique importante. Il y a des dégradations qui ont lieu pendant l'enfouissement, une bonne partie, avec des échanges entre les milieux d'enfouissement et les objets, mais la fouille elle-même représente un choc très important par l'exposition brutale à l'air, à l'oxygène, à l'humidité et à la manipulation, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment ce paradoxe-là sur lequel je voulais insister en introduction. On se retrouve avec des objets ultra fragiles, ultra précieux et qu'il faut réussir à manipuler et sur lesquels il faut intervenir pour ajouter de l'information historique dans un contexte archéologique. Donc c'est assez délicat.
C'est parce que c'est délicat qu'on est soumis à une réglementation très stricte. Moi, je suis conservatrice restauratrice diplômée de l'Université de Paris 1 et il n'y a que 4 formations en France qui délivrent un diplôme permettant de travailler sur des collections publiques. Donc c'est assez réglementé. N'importe qui ne peut pas travailler sur les objets archéologiques et on est soumis à une charte morale, à une déontologie qui est définie par l'ICOM, par des institutions nationales, internationales, européennes et voilà, auquel on doit se soumettre régulièrement. Ce grand cadre juridique en fait, permet de définir 3 grandes catégories dans la conservation-restauration, que sont la conservation préventive, la conservation curative et la restauration en tant que telle. La conservation préventive concerne tout ce qui est autour de l'objet, vraiment tout ce qui est conditionnement, réserve, climat, etc. Ce qui permet de comprendre vraiment le milieu de conservation d'un objet pour l'archéologie, que ce soit dans la fouille ou dans une réserve ou dans un musée. La conservation curative, c'est vraiment à partir du moment où on intervient à la manière de médecin sur un objet pour des collages, des stabilisations, pour régler des problèmes ou des dégradations. Et la restauration, c'est vraiment ce qui va arriver à la fin. En fait, nous, c'est vrai qu'on dit dans le langage courant qu'on est des restaurateurs, restauratrices, mais en réalité, c'est quelque chose qui est tout à fait secondaire, peut-être même assez anecdotique en archéologie. Je vous ai dit, le but, c'est de considérer l'objet comme une source historique. L'aspect esthétique va être vraiment secondaire et va arriver d'abord quand il va aider aussi à la compréhension. Là, c'est le cas du collage de ce peigne et du nettoyage de cette hyposandale, par exemple. L'objet était tout à fait définissable, compréhensible sans la restauration, sans l'intervention, mais ce n'était pas forcément lisible ou pour un public plus large ou dans le cadre d'une exposition, par exemple. Donc là, on est allé un peu plus loin. Mais en fait, dans les réserves, il y a énormément d'objets qui restent à ce stade-là, puisque l'étude est possible. Donc ces trois je vous ai dit, la restauration, elle arrive après, mais c'est quand même des choses qu'on va avoir en tête un peu tout le temps, en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, pour stabiliser un objet chimiquement, retirer des produits qui vont être nocifs pour l'objet, en fait, il va falloir aussi penser au nettoyage et penser à la destination de l'objet, penser au moment où on va coller. Donc, en fait, on a un peu toutes ces idées en même temps lorsqu'on traite un objet archéologique. On a l'impression que ça pourrait être chronologique, mais ça ne l'est pas forcément. J'insiste là-dessus parce qu'on a aussi souvent des problèmes dans les demandes qu'on peut avoir de la part des archéologues. Voilà, que ce soit donc sur un objet simple comme cette paire de ciseaux par exemple, ou sur un objet complexe comme la motte qu'on peut retrouver à droite, on aborde vraiment toujours l'objet archéologique comme un milieu en tant que tel, un milieu archéologique. Tout ce qui vient avec l'objet, en fait, que ce soit la terre, les sédiments et même les produits de corrosion, vous verrez, il y a vraiment des exemples précis. Tout ça va avoir autant de valeur que l'objet lui-même. C'est cette conception assez récente de la conservation-restauration en archéologie. À une certaine époque, on pouvait plonger des objets dans l'acide pour vite aller voir le dessin, le décor, faire briller, essayer de faire des choses comme ça. C'est des choses qui se font vraiment plus du tout. Et l'objet arrive dans les laboratoires avec toute une série d'éléments issus de la fouille. Et la fouille se poursuit en laboratoire dans les mains des conservateurs-restaurateurs. Ce qui, parenthèse, qui peut poser problème dans le cadre des exigences des archéologues eux-mêmes. Par exemple, dans le cas d'une sépulture, pour pouvoir justifier de ce qui a été trouvé, pour pouvoir faire un joli rapport de fouille, souvent, il y a besoin de faire des photographies sur le terrain et donc d'aller à un nettoyage, de pousser un peu le nettoyage sur le terrain, sur le site, un peu loin. Et ça peut représenter un danger pour certains objets et ça peut représenter une perte d'information également, de retirer trop de sédiments ou trop de produits de corrosion. Donc c'est quelque chose dont on discute souvent avec les archéologues également. Donc comme on va parler métal, on va parler corrosion. Je fais une petite parenthèse chimique qui est importante pour comprendre ce qui va se passer dans nos objets. La corrosion, c'est quelque chose de cyclique. On va parler de stabilisation, mais en réalité, on ne stabilise pas réellement, définitivement, un objet métallique corrodé. C'est un processus qui ne va jamais s'arrêter. Un objet en métal, c'est un objet qui a été issu d'un minerai, qui a été fondu, transformé, et toute sa vie, cet objet va tendre à redevenir le minerai de départ. C'est quelque chose de cyclique. Par conséquent, quand on va parler de stabilité, de stabilisation en archéologie, en restauration, c'est qu'on va en fait essayer de retirer les agents qui accélèrent la corrosion. Donc on va la ralentir. Mais on ne l'arrête jamais vraiment. Ce qui fait que ces produits de corrosion, en fait, chimiquement, ils sont très similaires aux minerais de départ. Il va y avoir des transformations chimiques pendant l'enfouissement qui vont être plus ou moins accentuées à la sortie de fouille. Et ces transformations chimiques vont former des produits de corrosion. C'est-à-dire que le métal à l'intérieur de l'objet va réagir avec l'extérieur ou avec d'autres objets. Des produits vont se former, vont passer à travers la surface et se redéposer à la surface des objets.
Et comme ils se redéposent à la surface et qu'ils sont dans un milieu d'enfouissement, ils interagissent à nouveau avec le milieu, avec ce qu'ils trouvent à côté. Et on va avoir un mélange de métal, produits de corrosion, sédiments, textiles, feuilles, branchages, un peu tout ce qu'on peut trouver autour. Dans le milieu sous-marin, c'est la même chose. On va avoir des coquillages, des algues, etc. Et chimiquement, en fait, ce métal, ces produits ne sont plus vraiment du métal. Et en fait, des fois, l'objet, il est resté tellement longtemps ou il a été tellement corrodé qu'on va avoir vraiment une transformation totale de l'objet qui n'est plus métallique. On ne va plus avoir du fer simple, par exemple. On va avoir uniquement des produits de corrosion, mais qui ont la forme d'un objet. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste tremper un objet dans l'acide, parce qu'en fait, la chimie, les produits chimiques vont être non sélectifs. Ils vont aller directement au noyau métallique, mais ils ne vont pas pouvoir avoir cette distinction entre ce qui a la forme d'un objet humainement, artisanalement travaillé et un objet en fer. C'est là qu'on intervient. Donc non seulement il y a des produits de corrosion qui se forment, qui ne sont plus vraiment du métal et qui vont perturber la lecture à la surface et faire un volume en surface, mais en plus c'est vraiment un milieu qui est perturbé. La surface, non seulement elle est recouverte, mais en plus elle peut être tout à fait soulevée, percée, transpercée. Il y a des cratères, il y a des bubons. C'est vraiment un vocabulaire assez dermatologique en réalité. Et ça, ces photos-là que vous avez à gauche, vous avez des coupes d'objets. Donc en fait, c'est un clou qui a été coupé ou une tôle en bas en alliage cuivreux qui a été coupée. Donc on voit les tranches en réalité. Et quand on voit la tranche, on voit bien qu'on a quelque chose d'absolument hétérogène. L'objet, quand il est fabriqué, dans l'alliage, il est plutôt homogène et on se rend compte après qu'il va y avoir une hétérogénéité due au phénomène de corrosion. Cette perturbation va entraîner un mouvement, un déplacement de la surface qui nous intéresse parce qu'en fait cet objet, c'est à sa surface qui porte les décors, c'est à sa surface, c'est la forme de sa surface qui va donner la typologie, etc. Et donc on se retrouve avec un objet qui est composé de produits de corrosion, qui n'est plus métallique, qui n'a plus du tout ni la nature ni la forme d'origine. Concrètement, sur un objet, ça donne ça. Donc là, vous avez un coffre romain qui a été trouvé dans le Rhône. Quand il a été trouvé, il était assez illisible. Il y avait vraiment une couche énorme. Vous voyez sur la troisième petite image ici, on a à peu près 2 cm de couche de concrétion, on appelle ça, de corrosion, qui est composée de fer et de cailloux, etc. Voilà, à la fin de la restauration, ce qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça qu'on fait vraiment ce qu'on appelle une micro-fouille, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher à l'intérieur de la corrosion les informations archéologiques qui s'y trouvent et qui sont dissimulées sous la concrétion dans ce cas-là. Ces informations-là, elles peuvent être du décor, des éléments en plus, des éléments métalliques, mais aussi des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fines, comme vraiment des formes plus précises qui viennent du moulage de l'objet, par exemple, comme sur cette hyposandale en haut à gauche, ou des anciennes traces de réparation, par exemple. Mais là, chimiquement, entre la corrosion sur la faux que vous avez en bas, chimiquement, entre la corrosion et la petite réparation qui est encadrée en rouge, c'est la même composition. C'est juste visuellement et avec l'expérience qu'on arrive à la distinguer lors de la restauration. C'est d'autant plus intéressant de conserver les sédiments et les produits de corrosion que ceux-ci peuvent non seulement cacher, mais aussi contenir des éléments scientifiques, en fait, des éléments historiques liés à l'enfouissement de l'objet. C'est particulièrement le cas pour les restes organiques minéralisés. C'est quelque chose qui est assez récent dans la recherche, puisque c'est des choses qui sont très difficiles à voir. C'est en fait une forme de fossilisation des restes organiques minéralisés, donc par exemple du bois, du textile, du cuir, de la peau, qui vont être en fait recouverts de produits de corrosion qui sont sous forme liquide pendant l'enfouissement, des gouttes d'oxyde de fer par exemple, des choses comme ça, et qui petit à petit vont remplacer la matière organique, prendre la forme, et on va se retrouver avec, comme ici, la forme d'un textile composé de produits de corrosion. Donc là encore, la nature, elle n'est plus du tout cellulosique ou animale, elle est uniquement faite d'oxyde de fer, mais visuellement, en fait, macroscopiquement et microscopiquement, là, avec différentes échelles. Donc vous les avez 500 microns et l'image à droite fait 2 mm. Hein. Donc c'est vraiment extrêmement petit. On va avoir énormément d'informations. On peut même aller plus loin. Donc on part de quelque chose qui fait 5 cm, on arrive à descendre à 500 microns, et ensuite au microscope électronique à balayage, on peut récupérer chacune des fibres, et avoir énormément d'informations, non seulement sur tel type de tissu, le croisement des fibres, éventuellement voilà, la forme du tissu lui-même, les plis, etc., les couches différentes, mais également la nature de la fibre. Dans ce cas-là, ce sont des fibres végétales. Ça fait un petit peu comme des bambous, c'est une fibre de lin.
Et ensuite, si on extrapole chacun de ces petits fragments millimétriques sur un objet en entier, on peut réussir à retrouver par exemple l'habillement d'une sépulture. Là, dans ce cas-là, c'est une épée. On retrouve un peu des éléments indéterminés, certes, mais qui sont organiques quand même. On a peut-être de la fourrure, des fibres animales, du bois, etc. Et toutes ces informations mises bout à bout peuvent donner l'habillement d'un personnage grâce au reste organique coincé dans la corrosion. Donc cette corrosion, c'est bien le lieu de conservation des informations archéologiques, soit dessous, soit dedans. Et donc on voit bien que c'est au moment de la restauration que la question va se poser, comment on nettoie, qu'est-ce qu'on fait, comment on conserve ces informations-là. D'autant plus que c'est un milieu fragile, et vous voyez, depuis la fouille, en fait, quand l'objet est arrivé au laboratoire, donc c'est la 3e photo, tout avait déjà été perturbé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des sédiments qui ont été retirés, la forme d'origine a bougé, on a déjà perdu des informations. Donc nous, dans ce cas-là, on conseille de faire une motte vraiment beaucoup plus précise, et c'est-à-dire de prendre tout le bloc en fait pour vraiment perdre le moins d'informations possible. Mais dans le cas où c'est pas le cas, où on peut pas, où on veut quand même aller voir ce qu'il y a sous la corrosion, on peut utiliser la radiographie qui va nous donner un peu un guide, une cartographie de ce qu'on peut trouver. Cela dit, ça marche pas pour l'organique, hein, ça marche vraiment que pour les restes métalliques. Ça nous donne pas non plus les informations qu'on peut avoir en descendant strate par strate. C'est une information, mais ça ne suffit pas. Donc là, ça a pu nous aider pour voir qu'il y avait par exemple des pierres cloisonnées ou que les ciseaux étaient bien là, mais qu'ils étaient particulièrement endommagés et fragmentés. Pour le cas de cette motte, même si elle était endommagée, on a pu retrouver pas mal d'éléments qui étaient dispersés dans la motte et dans les sédiments. Donc on a un grand couteau, un espèce de kit de couteau, avec un grand couteau et plusieurs petits couteaux, et des éléments pour aiguiser cette lame. On a aussi des éléments de l'étui. On a pu retrouver le fourreau, enfin des éléments de fourreau, la boutreole qui est l'élément en arc de cercle, qui est en argent, ainsi que du bois le long de la lame, également minéralisé, coincé dans la corrosion. Et ça nous permet ensuite d'avoir vraiment cette cartographie lors du nettoyage et de pouvoir retrouver les surfaces, les différents éléments et un maximum de détails sur les objets. Dans le cas de cette motte, je vous ai dit qu'il y avait du bois. On a donc essayé de décomposer, donc de continuer cette fouille à l'échelle de l'objet et d'aller récupérer les informations qui étaient entre les couteaux. En fait, ils étaient plusieurs dans un seul étui, comme s'il y avait eu des poches. Et on a essayé de reconstituer un peu cette stratigraphie de couteaux sur un même étui. Sachant que c'est assez fragile, donc c'était pas évident. Ensuite, on peut documenter ça avec des schémas qui disent quelles sont les différentes strates qu'on a pu observer. Et tout ça était vraiment mélangé à la corrosion et au sédiment. Et enfin, on peut proposer une restitution. Donc là, le bois a été prélevé. On en a énormément discuté avec les archéologues. Est-ce qu'on le laisse, est-ce qu'on ne le laisse pas? Mais ils avaient aussi très envie d'étudier la lame qui était en dessous et d'aller voir ce qu'il y avait en dessous. Donc le bois a été prélevé. Une partie a pu être étudiée et analysée par des dendrologues et des xylologues. Mais l'essentiel a été prélevé, conservé à part. Et là, dans ce cas-là, une restitution est envisagée, c'est-à-dire une reproduction dans un bois contemporain pour éventuellement une exposition, juste pour la pédagogie, quoi. Donc pour finir, comment est-ce qu'on pratique cette microfouille? En fait, c'est assez simple, ce sont des procédés assez simples. On va d'abord documenter, j'insiste. Tout ce que je vous ai présenté avant, c'est essentiellement de la documentation plus que de l'action. On va faire des examens vraiment sous différents systèmes d'optique, des loupes binoculaires, des microscopes, etc. Et on va faire des tests de nettoyage avec différents outils assez simples, des scalpels, des pics en bois, pour aller essayer de comprendre cette corrosion, faire un maximum de photographies et ensuite faire un plan de nettoyage ou non pour aller plus loin. Ce nettoyage, je vous l'ai dit, il va faciliter la stabilisation chimique puisque si on retire déjà pas mal de terre et de corrosion, ça va permettre ensuite de faire des traitements de stabilisation qui vont aller beaucoup plus au cœur de l'objet. Et ces sédiments, on va les retirer soit très simplement avec des pics en bois aussi, des solvants légers ou juste de l'air, lorsque c'est très fragile, donc comme dans le cas de cette motte pour une boucle en alliage cuivreux. On peut aussi aller plus loin et essayer de mettre en valeur la surface d'origine des objets. Cet objet, vous l'avez vu en radio tout à l'heure. Là, on a pu, avec des moyens mécaniques, du microsablage et du microtour, dégager les décors, les pierres et vraiment obtenir les informations. Dans ce cadre-là, l'étude est allée beaucoup plus loin. Sur la simple radio, on aurait pu s'arrêter à la radio pour déterminer l'objet, bien sûr. C'est des choix au cas par cas.
Voilà un peu l'aperçu des outils que j'utilise. Donc une microsableuse, ça envoie du sable à haute pression. La pression peut être modulée, le sable peut être modulé. On peut faire des choses très très fines. Le microtour, c'est un peu comme un outil de dentiste qui va plutôt poncer la corrosion lorsqu'elle est très dure, mais ça crée des vibrations. Donc on va alterner entre des moyens plus doux et des moyens plus costauds. Des fois, on va aussi choisir de ne pas nettoyer. Là, c'est un objet en argent qui est terni, et donc on a une corrosion plutôt sombre. Et en fait, il y a l'empreinte d'éléments qui sont perdus, qui n'ont pas subi les mêmes phénomènes chimiques. Donc là, dans ce cas-là, on a choisi de laisser l'objet un peu terni pour pouvoir avoir ce contraste entre la partie brillante et la partie ternie. Et je terminerai sur les différentes étapes qu'on a pu avoir sur le coffre et qui nous ont permis de beaucoup mieux comprendre cet objet. Donc un coffre romain, je répète, qui a été trouvé dans le Rhône, donc en contexte subaquatique, et qui est actuellement conservé au musée de l'Art Atlantique. Et il se trouve qu'il est présenté dans l'exposition Trésors du fond des mers qui vient d'ouvrir ce mois-ci à Arles. Donc, je vous invite à la voir si vous avez l'occasion d'aller dans le sud. Et les différentes... Voilà, au début, on pensait qu'il y avait ce système de datage, donc 2 grandes plaques en fer et une plaque en cuivre au milieu avec quelques rivets. Il se trouve, ça va passer, après nettoyage, qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce qu'on pensait. Donc ça, c'est du sablage et du microtour, mais en contexte de protection, parce que l'objet a aussi été imprégné avec des résines pour le traitement de la partie en bois, qui est la partie interne. Et donc on descend dans cette couche de 2-3 cm jusqu'à la surface d'origine de l'objet qui porte les informations qui nous intéressent, que ce soit la surface en cuivre ou la surface en fer. Et on a pu retrouver beaucoup plus de détails, notamment qu'en fait il n'y avait pas 2 plaques et une plaque, mais en fait un cadre en fer dans lequel étaient insérées 2 plaques en cuivre. Ça, c'est important parce qu'on pensait au début qu'il y avait un rôle structurel aux plaques, alors qu'en fait, les plaques cuivreuses semblent être en tout cas là pour des questions de décoration et de brillance. C'est aussi pour ça qu'on a choisi d'aller un peu plus loin dans le nettoyage des parties cuivreuses pour rendre aussi le contraste qui était sûrement souhaité à l'époque entre les différents alliages. Et petit détail de fin, on a aussi pu retrouver, confirmer l'histoire de cet objet. L'hypothèse était qu'il contenait un trésor et qu'il avait été volé et qu'ensuite il avait été coulé puisqu'une grosse pierre a été trouvée à l'intérieur. Pas de trésor, bien sûr. Et la serrure, on le voit, est tout à fait endommagée. Et en fait, en nettoyant précisément cet objet, on s'est rendu compte qu'il y avait des traces, des impacts, comme si la serrure avait véritablement été forcée. Donc l'hypothèse du vol et de l'abandon après vol est en tout cas aujourd'hui assez confirmée. En revanche, il y a toujours à l'intérieur, la pierre a été retirée, mais il y a toujours des espèces de barres de fer qui ne sont pas encore identifiées. Peut-être la structure même du coffre qui se serait effondrée, ou... on ne sait pas, autre chose, un autre élément ferreux qui aurait été à l'intérieur, qui n'aurait pas intéressé les pilleurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Effectivement, ça donne un certain nombre d'informations, une autre perspective de l'archéologie, de comprendre l'importance des sédiments. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez mis en valeur aujourd'hui dans la recherche archéologique, de ne pas se précipiter pour retirer l'objet comme on pouvait le faire un petit peu dans l'ancien temps, mais de comprendre que l'endroit dans lequel l'objet a finalement passé un certain temps est aussi intéressant que l'objet en lui-même, et donc une micro-fouille dans la fouille, et avec ces découvertes qui renvoient ça à l'aventure archéologique du coffre volé, forcé, abandonné, et qui fait le bonheur des archéologues et des restaurateurs, résultat. Alors maintenant, je passe la parole à notre dernière intervenante. On va lui passer l'ordinateur pour qu'elle puisse la voir. Voilà, je profite pour la présenter, même si je ne suis pas sûre qu'il faille présenter vraiment Alix Barbet. Je pense que les spécialistes et les connaisseurs de la période romaine connaissent tout son travail. Elle a été directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre d'études des peintures murales romaines, au CNRS, pas romaine, romaine. Oui, encore romaine, au CNRS ENS et au laboratoire de Soissons, et bien entendu aussi experte pour l'ICOMOS et pour l'UNESCO. Elle va nous parler de son domaine d'expertise, puisqu'elle va nous parler de la peinture murale romaine ensevelie,
et donc j'imagine bien de tous les problèmes de conservation et de restauration qui sont liés avec la découverte de ces peintures et leur arrivée à l'air libre. Merci. Alors, tout d'abord, bien sûr, les peintures murales découvertes au cours des fouilles se présentent sous deux formes, soit en place, sur leur mur d'origine, soit en fragments tombés ou en gravats jetés. Et lorsque les peintures ensevelies depuis plusieurs siècles revoient le jour, archéologues et restaurateurs sont confrontés à des choix différents. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer sur des sites différents. Ici, nous sommes à Zeugma, en Turquie, et nous avons été confrontés à l'urgence de sauver tout un quartier qui devait être englouti par les eaux d'un barrage sur l'Euphrate. Alors ici à gauche, vous avez le barrage de Birecik, et puis plusieurs maisons ont été découvertes et fouillées par l'équipe franco-turque dirigée par Catherine Abadi-Reynal, et elles étaient richement pavées de mosaïques et décorées de peintures en place. Alors à droite, vous avez la maison de Poséidon. Et ici, vous avez le péristyle de cette maison qui possède une fontaine peinte en imitation de marbre. Et les différents panneaux ont leur bord protégé par du mortier blanc, par les fouilleurs, sur le pourtour, avant d'être encollés sur des toiles et évidemment déposés. Alors là, vous avez certains éléments, dont le centre en demi-cercle, avec le tuyau de la fontaine déposé, et une des plaques à droite qui est déjà restaurée. Ici, vous avez les blocs du deuxième étage de la fontaine, écroulés, avec des colonnes fictives qu'on a pu récupérer. Alors, nous avons pu proposer une restitution en photo de cette fontaine, avec son deuxième étage, qui est datable de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Et à droite, vous avez une restitution en 3D avec le péristyle, la colonne tout autour, ce qui vous donne une idée de l'importance de ce décor. En fait, du fait de l'urgence de la mise en eau du barrage qui venait d'être terminée, c'est une équipe anglo-américaine qui nous a remplacés et qui a été chargée de faire des sondages sur de nouveaux chantiers et a décidé de ne pas déposer les peintures retrouvées, mais de les protéger par un mortier de pouzzolane. Alors, à gauche, vous avez une des peintures en place qui est recouverte de ce mortier, d'un mortier rose. Alors, les concepteurs de ce projet n'avaient pas pensé que les eaux du barrage ne seraient pas comme un lac immobile, et la montée et la descente des eaux ont provoqué, bien entendu, la destruction de ces décors. C'est ce que vous voyez au milieu. Donc, ce n'était pas une bonne méthode. Alors, il y a d'autres cas où des peintures découvertes ont été réensevelies pour être protégées, faute de pouvoir les déposer. Et ça, c'est le cas des peintures d'un bassin dans la maison des nymphes à Nabeul, en Tunisie. Alors, au milieu, vous avez le bassin qui a été entouré de sable et d'un muret de briques pendant près de 30 ans. Quant aux mosaïques, elles avaient été publiées par notre collègue Jean-Pierre Darmon en 1980, et j'ai fait un livre sur ces peintures de Tunisie en 2013, ce qui m'a permis de déensevelir ces peintures lors d'une mission en 2010. Elles n'avaient jamais été entièrement photographiées et ni dessinées. Alors, en haut à droite, pendant le désensevelissement, vous voyez, on enlève tout, et dessous, vous avez une des faces peintes d'un paysage qui représente un port et un bateau sur l'eau. Alors, sur une des faces du bassin, on assiste à la poursuite de cerfs par deux chasseurs au bord de rochers qui tombent sur la mer. Alors là, la composition est absolument unique dans la peinture romaine, et telle qu'elle décrit en fait la fameuse scène où Énée va abattre tout un troupeau sur le site qui sera bientôt celui de Carthage, et que nous décrit justement Virgile dans son Énéide. Alors voilà ce texte. Pendant ce temps, Énée escalade un rocher, d'où s'étend une vue immense sur la mer. Il cherche à distinguer, ballotté par les vents, peut-être Anté et les Birèmes de Phrygie, Capys ou Caïcus en armes sur la poupe.
aucun navire en vue. Errant sur le rivage, il aperçoit 3 cerfs. La harde tout entière, broutant dans les vallons, les suit en long fil. Il fait halte, il arrache à son fidèle acate qui s'en chargeait son arc et ses flèches rapides, et d'abord il abat les chefs qui portaient haut leur tête au bois rameux, puis poursuit de ses traits le reste du troupeau parmi les frondaisons, et ne s'arrête pas avant d'avoir vainqueur étendu sur le sol 7 énormes cadavres, en égalant le nombre à celui des vaisseaux. Il regagne le port, répartit son butin. Alors, c'est important parce que ça prouve qu'il s'agissait bien du port de Carthage. Et alors là, vous avez un détail de la méthode pour déposer ces peintures courbes avec une contreforme en bois, à gauche, ou alors un facing en plâtre au milieu lorsque la courbe est moins prononcée. Et à droite, vous avez le seul panneau qui a été restauré sur un nouveau support et qui représente donc le port de Carthage. Alors, malheureusement, les autres panneaux qui devaient être restaurés par l'équipe tunisienne des restaurateurs en mosaïque qui avaient procédé à la dépose avec moi en ont été empêchés par les événements de la révolution de Jasmin survenue en 2011 et pour l'instant, rien ne se passe. Alors, pour les peintures que l'on laisse sur leur mur d'origine, comme par exemple celle de Pompéi, d'Herculanum et de Stabi, quelle est la situation actuelle? Alors, les problèmes de conservation et de restauration sont constants et une surveillance très régulière est nécessaire. C'est ainsi qu'en novembre 2010, des pluies incessantes ont provoqué de gros dégâts à Pompéi. Ainsi, l'effondrement de ce qu'on appelle la Schola Armaturarum, qui est une scola pour les gladiateurs, et dont la façade qui s'est écroulée, que vous voyez ici au milieu, a provoqué la chute d'une partie des peintures, qui déjà avaient souffert de leur exposition à beaucoup d'humidité. Et en haut à droite, la peinture d'un panneau, c'est la photo que j'ai faite en 1968, que vous pouvez comparer avec celle qui est en dessous, de la même paroi en 1975, qui est déjà atteinte plein de concrétion. Alors depuis, la restauration du bâtiment a été achevée, avec une construction entièrement fermée, que moi je trouve très laide, mais enfin ça c'est un... Bon. Mais la figure de victoire du panneau rouge au centre, qui était complète en 1968, d'après la photo que vous avez au milieu, est désormais décapitée, à droite. Alors, un grand projet de mise en sécurité du site a été décidé suite à cette catastrophe et suite surtout aux 2 inspections que nous avons menées avec 2 collègues pour l'UNESCO. Une mise en sécurité du front de fouille a été décidée entre la partie explorée et la partie encore ensevelie, que vous voyez selon le plan à droite, puisqu'il n'y a que des 2/3 de la cité qui ont été fouillés. Et donc, c'est pour nous, évidemment, de lutter contre les fouilles clandestines et puis l'effondrement des bords. Alors, on y a passé de la terre sous des filets, c'est la photo en haut à droite, et c'est à cette occasion que des îlots non fouillés, que vous avez au milieu là, de la photo, de la région 5, entre donc ces 2 zones déjà explorées, ont été dégagés. Évidemment, on révélé de nouveaux pavements de mosaïques et des peintures murales dans pas moins de 8 édifices. Alors vous avez la maison de Léda, d'Ariane, des dauphins, de Jupiter, avec un thermopolium nouveau, un Larère, une maison dite jardin, et une autre dite d'Adonis. Alors, ça pose des problèmes, mais vous savez, les archéologues ont un ADN, ils ne peuvent pas s'empêcher de fouiller. Par exemple, vous avez ici un mur entier avec une scène figurée dans la maison du jardin, qui montre évidemment une très belle scène. Vous avez Vénus qui est assise face à Adonis debout, et entre eux, il y a un petit amour. Autre maison, c'est la maison d'Adonis, également dégagée, qui était protégée en 2019, quand j'ai fait la photo, seulement par une toiture en métal, soutenue par des pylônes et sans mur de protection. Alors vous voyez que les parois se trouvent en plein soleil à certains moments de la journée. Et les peintures risquent de souffrir de cette exposition. Les pigments vont pâlir, se désagréger, si la demeure n'est pas mieux close. Et heureusement, si on peut dire, le rouge utilisé,
c'est de l'ocre naturel, et non pas, par exemple, le rouge vif vermillon tiré du cinabre, qui est un sulfure de mercure qui est très sensible, lui, aux ultraviolets et qui devient noir, comme on a pu le constater sur une peinture de Glanum que vous avez en haut à droite, près de Saint-Rémy-de-Provence, très ancienne, hein, qui date du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez que la bordure de cette guirlande de laurier est d'un rouge vif, et c'est du rouge cinabre, importé à grands frais d'Espagne. Et dessous, sur la paroi laissée en place, la bordure est devenue noire, et les touches de rouge sur les feuilles également. Alors, heureusement, les parois quasiment entièrement rouge vermillon de la Villa des Mystères sont relativement bien protégées du soleil et viennent d'être d'ailleurs restaurées. Mais vous notez quelques traces noires sur le fond rouge et surtout la photo à droite, des raies de soleil à travers les volets de la fenêtre qui ne sont pas évidemment souhaitables. Alors, si les peintures laissées en place posent de gros problèmes, qu'en est-il des peintures déposées en musée, qui ont été prélevées sur place, comme cela s'est énormément pratiqué au XVIIIe et au XIXe siècle, et qui ont enrichi les musées, dont celui de Naples, héritier des collections du roi de l'époque, le roi des Bourbons. Alors, vous avez quelques exemples de ces décors dans l'ancienne muséographie. C'est une photographie faite en 1969, et ici, vous avez toute une collection de portraits de personnages divers. Alors, heureusement, il a été possible de présenter les panneaux prélevés pour une paroi de la maison de Sappho dans le musée, selon donc une nouvelle muséographie en 2018. Alors, au centre, vous avez le tableau de Persée et Andromède. À gauche, vous avez le fameux médaillon de la supposée Sappho, bien connu, qui tient un stylet et des tablettes. À droite, un autre médaillon avec un jeune homme qui tient un volumène. Et il ornait le centre donc des panneaux latéraux, et bordé par des échappées architecturales. Au-dessous du panneau central, vous avez des oiseaux sur une ligne de sol. À droite, des animaux sur une ligne de sol également. Et à l'extrême gauche, un oiseau perché. Alors, on peut donc imaginer la paroi entière à fond blanc, qui, sur place, évidemment, a tout perdu, puisque tout est dans le musée. Alors, à Stabi, dans la villa d'Ariane, fouillée au XVIIIe siècle, de très belles peintures ont été extraites et qui sont actuellement au musée. Et du cubiculum numéro W26 proviennent Diane, à gauche, bordant son arc, Léda, et le cygne, et puis, à droite, c'est Proserpine, cueillant des fleurs avant d'être enlevée par Zeus, qui était transformée en taureau, plutôt que Flora, comme elle est appelée habituellement. Et elles étaient placées au milieu de chacune des parois. Alors, lorsque la villa d'Ariane de Stabi a été à nouveau remise au jour, au milieu du XXe siècle, les traces de ces prélèvements sont apparues très nombreuses. Une expérience a été menée d'ailleurs de combler ces lacunes par des copies collées. Et vous voyez le médaillon de gauche, avec buste féminin déposé et conservé au musée, a été reproduit sur support léger et placé dans la lacune. Le médaillon de l'homme à droite, en place, lui, avait été volé en 1975. Et sur ma photo de 1977 à gauche, on ne voit que la bordure. Et il a été retrouvé, heureusement, dans une vente à Londres, mais remplacé lui aussi par une copie, comme on le voit donc sur ce cliché de 2015. Les originaux, donc, sont à nouveau au musée de Stabi. Cela dit, on ne sait pas comment va vieillir ces copies. J'aimerais bien savoir. À noter au centre de la paroi à droite, là, le tableau central est quasiment illisible. Il est piqueté. Il a été piqueté lors de sa découverte au XVIIIe siècle pour qu'il ne puisse n'être ni copié ni volé. Bien entendu, la situation est différente pour les peintures fragmentaires, qui n'ont pas toujours été collectées ni étudiées dans le passé. Pour les peintures tombées de leur mur d'origine au bas des parois, elles sont désormais bien exhumées et rassemblées, et le puzzle que l'on peut en faire apporte des découvertes très nombreuses. Et c'est aussi le cas pour les peintures en remblai, comme dans cet édifice de Périgueux,
appelée la maison des bouquets, retrouvée sous les salles aménagées au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, nous avons pu en faire l'étude et restituer la scène qui est d'échelle monumentale, soit près de 2,80 m de hauteur, où vous voyez un combat de 2 gladiateurs. Alors, le vainqueur armé, vous le voyez en haut, et puis l'autre gît au sol, alors qu'un brancard, voilé d'un drap bleu, est apporté pour le transporter. Alors, sur le panneau restauré à gauche, nous avons juste évoqué le gladiateur vainqueur par une silhouette en sable plus foncé et placé le dessin de restitution à côté pour en expliquer le déroulement complet. Dans le péristyle, tout un décor marin a été reconstitué, dont les fragments ont été récupérés tout autour, ce qui était sans doute à l'origine un bassin, et aucun complément graphique n'a été rajouté. Alors, les trouvailles exceptionnelles des peintures liées au plan de cet édifice ont fait supposer qu'il s'agissait d'un siège d'une corporation plutôt qu'une simple maison. Et il est évident que les peintures retrouvées dans des édifices très différents permettent parfois non seulement de restituer des volumes disparus de plusieurs mètres de haut, mais aussi d'en préciser la vocation. Alors, nous n'aborderons pas en détail comment procéder pour déposer des peintures ou pour les restaurer in situ. Je vous renvoie pour cela, par exemple, mon petit livre sur la peinture romaine que je vous montrerai tout à l'heure, qui est intitulé « Du peintre au restaurateur », mais je me pencherai sur toutes les méthodes pour compléter les manques, afin de rendre lisibles les sujets qui ont été peints et qui ont partiellement disparu. Alors, plusieurs procédés ont été utilisés au cours des siècles, mais certains ne respectaient pas l'intégrité de l'œuvre, trop retouchée, ni la réversibilité des produits employés. Et c'est le cas, par exemple, de ce beau décor de Cologne, d'une maison au sud du dôme, entièrement repeint, mais dont on arrive quand même à distinguer les fragments originaux du candélabre à ombelle, à gauche, et les sujets figurés. À côté, à Trèves, Palatzplatz, ce mur vert lui aussi entièrement repeint, mais dans un ton plus clair, et qui permet de bien voir, entre autres, le tableau central sous cet édicule à Cologne, qui représente Médée, assise, et Jason, debout, qui vient de voler la toison d'or. Alors, ce procédé a été abandonné. Et nous avons adopté le système employé par les restaurateurs en Italie pour les peintures en place, qui consiste à prolonger par de simples lignes les motifs. Par exemple, à gauche, dans la villa de Popée à Oplontis, non loin de Pompéi, ce fragment de plafond a été remis en place en y ajoutant les roseaux qui servaient d'armature et en gravant les lignes de ce caisson fictif. Au milieu, sur ce combat d'un aigle contre un serpent provenant de la villa de Mersin-Évaux près de Soissons, au milieu, les lignes blanches permettent de repérer le serpent parce qu'il est à peine visible. En revanche, pour ce signe perché en acrotère sur le bord d'un entablement à Plassac, en Gironde, nous avons préféré mettre des lignes de couleur. Alors, voici un autre exemple d'utilisation de traits de couleur, à Lisieux, dans une maison retrouvée sous le centre hospitalier. Alors, ils permettent de bien visionner les encadrements et le déploiement des motifs de guirlandes et des bouquets de feuilles. Alors, d'autres essais ont été menés, notamment avec des fonds de sable coloré, par exemple, Agorat à Strasbourg, place Kléber. On distingue donc parfaitement les plaques de peinture antique qui subsistent, qui sont mises en valeur quand même par des fonds colorés qui restituent bien les panneaux et leurs bordures. Bien entendu, ce choix a été fait par le conservateur du musée. Et au centre, vous avez le tableau qui représente Hercule arrachant sa ceinture à Hippolyte. Et à gauche, en revanche, il ne subsiste que le buste de Dionysos, couronné de pampres, et la tête voilée d'un membre de son thiaz. Alors, lorsqu'il ne subsiste quasiment rien de l'environnement d'une figure, elle est laissée telle qu'elle, comme un lion à gauche, cette muse sur fond rouge ocre. Alors, elle tient en main droite un plectre, et la gauche, elle devait porter une lyre ou une cithare. Alors, nous n'avons pas voulu la restituer. En revanche, lorsque le visage est défiguré par des lacunes mal placées, la technique employée s'inspire de celle mise au point par l'Istituto Centrale del Restauro de Rome, c'est celle du tratteggio, ça veut dire des petits traits de couleur, de ton pur, qui permettent de réintégrer optiquement la lacune qui reste visible de près. Et cette technique
est valable pour des peintures dont les traits de couleur sont très nets, typiques de la peinture provinciale dès le IIe siècle de notre ère. C'est ce que nous avons fait pour cette tête d'Apollon. En revanche, elle est trop invasive pour les peintures très lisses des siècles précédents. Et donc, une nouvelle technique a été inventée pour les architectures en trompe-l'œil. Ah, ça ne marche pas. C'est moi qui fais une bêtise. Ah, voilà, c'est bon. Du deuxième style pompéien, du 1er siècle avant notre ère. C'est la villa de Publius Fannius Sinistor à Boscoreale. Et la technique, donc, inventée une fois de plus par nos collègues italiens, est celle de petits points colorés, à peine visibles. Alors, de près, le vase au milieu, on distingue bien les points colorés qui se fondent parfaitement dans l'ensemble, vu de loin à droite, et qui vient d'être restauré en 2021. Et à gauche, la peinture avant sa re-restauration, cliché pris en 1987. Vous voyez la différence quand même. Alors, en conclusion, comme nous avons pu le voir, les méthodes pour désensevelir, conserver et restaurer les peintures murales romaines antiques ont évolué au cours du temps, selon les pays. Mais désormais, en fonction des directives énoncées par la Convention de 1972 sur la protection du patrimoine mondial par l'UNESCO, dans un respect absolu des œuvres originales, c'est important. Je vous ai mis quelques titres de publications qui détaillent notre sujet. Et bien entendu, si vous voulez en savoir un peu plus sur Pompéi, Herculanum et Stabi, eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous à l'Université populaire d'Antony le 1er décembre. Alors, merci de votre écoute et j'attends vos questions sur les sujets évoqués. En effet, faut-il déposer les peintures pour les conserver en musée ou les réensevelir et comment les restaurer? Je vous remercie. Merci beaucoup. Une soirée très riche sur le sujet. On va maintenant pouvoir ouvrir la discussion aux questions. Bien entendu, si vous êtes en distanciel et que vous nous suivez en direct, vous pouvez poser vos questions via le chat sur le côté. Je me ferai l'écho auprès de nos intervenantes. Et si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous transmette le micro, puisque justement pour que tout le monde puisse entendre, même en distanciel, on a besoin d'avoir le micro pour pouvoir poser les questions. Est-ce qu'on a déjà des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions, ils ont tout compris. Ils sont timides surtout. Eh bien, s'il n'y a pas de questions pour commencer, moi je vais lancer le feu. Et j'ai une question pour Sophie Del Barberci, justement, sur la découverte de la mosaïque. Vous êtes concentrée sur cette mosaïque qui est effectivement fascinante et avec ces marbres précieux qui sont uniques. Quand on connaît un petit peu la qualité de ces marbres qui sont utilisés dans l'architecture romaine, les voir comme ça, inclus, notamment en particulier quand on les voyait inclus comme étant des objets en eux-mêmes qui étaient encadrés. Est-ce que vous avez quand même pu avoir quelques informations sur finalement la maison dans laquelle cette mosaïque a été découverte? Alors on aimerait bien, mais malheureusement, cette tranchée dont on a parlé, faisant 1,50 m de large, on a juste une fenêtre, en fait, sur, bien sûr, quelques murs, dont des murs en terre et bois et la mosaïque qui se trouve au milieu, mais on n'a malheureusement aucune idée du plan et de la fonction de cette maison. Maison ou bâtiment. Oui. C'est difficile de savoir si c'est un bâtiment officiel, semi-public ou privé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a pignon sur rue sur le Decumanus Maximus. Donc on a forcément une maison importante ou un bâtiment important qui est vraiment disposé de manière... vraiment, il longe la route principale. Et ça, je pense, c'est l'élément le plus important. Mais autrement, non, pas de plan, malheureusement. Alors j'aurais une question à poser. Quand est prévu un nouveau musée à Avenches? Alors oui, le projet, c'est un peu un serpent de mer, mais le projet est en cours, évidemment.
Et on espère, là les choses commencent à bouger un tout petit peu, on espère avoir un nouveau musée autour de 2030. Donc on aura enfin la place de mettre la mosaïque dedans. Moi, j'ai une question aussi pour Sophie. Par rapport aux morceaux de marbre, vous avez dit que vous avez réussi à savoir qu'ils venaient de chutes d'une autre production. Est-ce que vous avez pu le voir aussi sur les morceaux eux-mêmes avec des traces de découpe ou de par l'épaisseur, la composition, ou c'est juste à la couleur que vous l'avez su? Alors, c'est déjà les matériaux, parce qu'en fait, c'est les seuls approvisionnements de ces marbres-là, les premiers approvisionnements de ces marbres-là sur Avenches. Donc, ils n'existent pas avant sur le site. En tout cas, on n'a aucune trace de ces matériaux avant sur le site. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante, qu'on voyait peut-être pas bien sur les images, mais notamment dans ces motifs d'opus sectilé, donc vraiment de marqueterie de marbre, en fait, on voit que c'est des fragments de plaquage qui sont insérés pour former le motif. C'est, à part les pétales vraiment de giallo antico qui sont très très nettement dessinés, le reste, on sent qu'on a utilisé des chutes, en fait, ça se voit vraiment. Après, ce qu'il faudrait encore pouvoir faire, c'est éventuellement des analyses pour vraiment contrôler, enfin, vérifier la provenance. Mais ça paraît le plus vraisemblable, puisqu'on n'a pas d'autre provenance. Monsieur ? Il y a une question pour Alix Barbet. Il y a un sujet vraiment difficile, réenterrer, remettre sur site ou le mettre dans un musée. Il n'y a pas de réponse unique, parce que ça dépend du sol dans lequel on va le mettre, et il y a de l'eau, il n'y en a pas, etc. Et puis il y a aussi une question sociale. Est-ce que le musée est de bonne qualité? Est-ce qu'il y a des gens beaucoup surveillés? Comment est-ce que vous vous en sortez? Voilà, c'est le problème. Alors, il y a, comme je le disais, le projet de protection des bordures de Pompéi était faite pour éviter les fouilles clandestines et pour protéger. Et puis, on s'est trouvé face à plein de fouilles, de nouvelles peintures et de nouvelles mosaïques. Très intéressantes, bien entendu. Alors, des collègues journalistes se sont moqués de moi en me disant « mais c'est dans l'ADN des archéologues de vouloir fouiller ». Et c'est un vrai problème. Plus on fouille, plus on trouve, plus on a des problèmes de conservation, de restauration. Bien sûr, on a aussi des problèmes de découverte, évidemment, intéressantes. Alors, je crois qu'il faut essayer d'être raisonnable. Les musées sont nécessaires, bien entendu, ne serait-ce que pour permettre à tout le monde de voir les choses qui ont été découvertes au cours du temps et qu'on ne peut pas laisser en place. C'est le problème des fouilles préventives, mais je trouve qu'il y a quand même un problème de politique archéologique qui est peut-être discutable. Si j'ai bien répondu à la question. Oui, je crois qu'il y a... Faire des copies, oui. Voilà, des copies de bonne qualité qui permettent au public de se faire une idée de l'endroit quand c'est pas trop grand. Et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez sur je pensais au temple de Mitra de Nantes, qui a été trouvé dans l'hôpital de la clinique de Nantes. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce temple de Mitra? Ah, ça, je ne sais pas. Ouais. Parce que c'était des fouilles... Quelques derrière déjà. Des travaux et... Oui. Et parmi les méthodes de conservation que j'ai vues à Pompéi, c'est la dépose, de mettre une plaque de zinc de protection contre le sel qui remonte. Il y a ça dans la maison de la Vénus en Bikini ou au Ménandre. Et je regrette que ça n'a pas été une technique qui a été utilisée, par exemple, pour Marcus Fabius Rufus, où il y a eu quelques chefs-d'œuvre qui ont été complètement mangés par le sel. Oui, concernant Zeugma, le barrage de Birsik, est-ce qu'une solution, ça serait de ne pas multiplier les barrages en Anatolie?
Surtout que ça supprime l'eau pour ceux qui sont ensuite Ça a des en tas aval, d'inconvénients, comme vous le ça- savez. Oui. Non, mais l'histoire ça de Zeugma a inonde- été une histoire épouvantable. Bon, je suis un peu provocateur, hein, mais ça inonde des sites qui ont 10 000 ans, 15 000 ans, enfin c'est dramatique. Oui. Non, mais ça a été une perte absolue. Les peintures ont disparu. Oui, il n'y a pas que ça, hein, il y a Et des les tas de mosaïques. sites qui datent du néolithique. Il y a bien d'autres sites, bien entendu. Tout à fait. Oui, effectivement, Zeugma, c'est une zone qui est très riche d'un point de vue archéologique, comme foyer d'habitation. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, en plus des peintures. Y a-t-il d'autres questions pour nos intervenantes? Oui, il y a une question là-bas. Moi, c'était une question pour Madame Crouzet. Est-ce que les petits accidents techniques lors de la restauration et des différentes étapes constituent une grande perte pour la ressource étudiée? Qu'est-ce que tu entends par accident technique? Non, mais Est-ce qu'il y a des au laboratoire, tu veux dire? Oui, exactement. Oui, ça peut. Ça peut vraiment être dramatique. Mais on fait attention à ce que ça n'arrive pas. Après, les petits accidents, des casses, des choses comme ça, on va recoller. Mais par exemple, un accident climatique, comme des variations très importantes de climat dans des réserves archéologiques ou même dans un laboratoire, ça peut vraiment créer des grosses fissures. Et surtout, c'est des problématiques qui vont être irréversibles. C'est ça qui est compliqué. Alors que des casses, etc., on perd moins d'informations parce qu'on peut recoller ou en tout cas, on peut retrouver des éléments comme ça. Mais les perturbations climatiques sont assez violentes en fait. Et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur l'aspect de conservation préventive et la gestion du climat, des boîtes, etc. Il faut vraiment se dire que quand l'objet sort du laboratoire, sort de la fouille jusqu'au laboratoire, déjà, il y a un temps très important des fois. Ce temps-là, c'est pas juste de l'attente, c'est des moments pendant lesquels les objets vont encore évoluer. Donc il faut faire attention à ce que ça soit dans des bonnes conditions entre la fouille et le laboratoire, mais aussi, nous, à la suite de la restauration, entre le laboratoire et la réserve ou le musée, là aussi, il peut y avoir aussi des choses qui bougent, et ensuite à long terme. Et c'est ça qui est difficile en étant prestataire privé, c'est que nous, on a notre mission de restaurer des objets, on fait l'étude dans le meilleur des cas, on peut faire l'étude parce que le budget est prévu pour ça, mais ensuite, on va rendre des objets dans une réserve ou dans un musée, et le suivi, c'est à la responsabilité de l'institution publique. Et l'inconvénient de ce système, c'est que les institutions publiques n'ont pas forcément les moyens, on sont aussi submergés par le nombre d'objets, et aussi n'ont pas forcément le suivi, dans la mesure où c'est des gens qui vont peut-être tourner tous les 10 ans, mais à l'échelle d'un objet archéologique, 10 ans, c'est vraiment rien du tout. Voilà. Et du coup, je rebondis sur ce qu'a dit monsieur aussi, c'est pour ça que nous, les restaurateurs, mais les archéologues aujourd'hui discutent aussi beaucoup de la question du tri dès la fouille. Est-ce qu'on sort tout? Parce que derrière, si on ne peut pas restaurer, si on ne peut pas étudier, on ne peut pas suivre, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens, est-ce que c'est bien la peine finalement d'aller sortir des objets qui vont être détruits, alors que si on les laisse dans le sol, pour les générations futures, on peut espérer que ça soit refouillé à un moment. Voilà. Donc c'est vraiment des discussions philosophiques en fait qui sont très importantes, et je sais qu'il y a des projets de réenfouissement qui se font aussi maintenant, notamment en Scandinavie. Il y a tout un projet d'études qui traîne depuis 15 ans et qui vise à tester des matériaux de conditionnement, des boîtes, des étiquettes et des choses comme ça pour réenfouir des objets dans des contextes sous-marins subaquatiques. Voilà, c'est un projet qui s'appelle Riburial, donc vraiment réenfouissement, et qui vise à prouver que ça serait peut-être mieux pour les objets, certaines fois en tout cas. Ce qui me permet de rebondir sur une question qui justement vous est adressée par le chat sur le principe le fait de ne pas restaurer systématiquement les œuvres et la compréhension qu'on va avoir d'un ensemble d'objets qui n'est pas forcément reconnu comme un ensemble réel, et le fait de, résultat, comme vous le disiez, justement de restaurer quelques objets et potentiellement aussi de ne pas restaurer l'ensemble des objets qui ont été découverts dans le contexte archéologique. Et la question qui se pose derrière, les questions qui se posent derrière sur la conservation de ces objets-là. Puisque, comme vous l'avez dit, de toute façon, à partir du moment où on sort un objet d'un contexte dans lequel il a été enseveli pendant un certain temps, il va falloir le réacclimater.
Ça ne se fait pas non plus, surtout j'imagine subaquatique, quand on enlève des objets qui ont été dans l'eau pendant un certain temps et qu'on les met à l'air libre et à l'oxygène, la réaction chimique est généralement pas très très bonne. Et donc savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on restaure tout? Est-ce qu'on restaure une partie? Mais à ce moment-là, on se prive aussi d'une partie de la connaissance de l'ensemble des objets qui ont été retrouvés. Est-ce qu'on ne restaure rien? Est-ce qu'il faut laisser justement les concrétions qui se sont faites dessus, qui maintenant appartiennent à l'objet aussi? Enfin, tout un tas de questions déontologiques qui sont absolument passionnantes à débattre. Oui, donc j'ai pas la réponse. Je comprends. Voilà. Mais c'est vrai que... alors, c'est pas non plus du tout commercial du point de vue de mon entreprise de dire ça, mais en vrai, on incite aussi au choix scientifique et au choix matériel. Et c'est vraiment pour ça que la discussion avec l'archéologue est permanente et nécessaire. C'est-à-dire que nous, on peut avoir une vision matérielle en disant cet objet, il va très bien se conserver, il va évoluer bien, on va savoir comment le traiter, etc. Mais c'est peut-être un objet qui n'a que peu d'intérêt scientifique parce qu'il y en a des dizaines de même type. Et à l'inverse, un objet qui peut être très précieux va pas forcément avoir besoin de restauration. Donc en fait, on va tout le temps croiser ces deux exigences, l'exigence scientifique et archéologique et l'exigence matérielle. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, je n'ai pas l'impression. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup toutes les trois. Je remercie l'assistance qui était présente avec nous et celle qui était en ligne. Je pense que c'était une soirée qui était extrêmement riche et tout à fait passionnante sur ces problématiques de l'archéologie, de la conservation et de la restauration, qui laisse encore un débat très largement ouvert, et finalement tant mieux qu'il reste ouvert. Et la prochaine séance des Jeudis de l'Art est prévue le jeudi 9 février, toujours à la même heure et toujours dans la même salle. Cette fois-ci autour de la thématique d'ensevelir pour se souvenir. On sera un peu plus sur le monde médiéval, puisqu'on aura une intervention sur les vestiges archéologiques du cimetière d'Atlit au XIIIe siècle, qui est dans le royaume de Jérusalem, sur un crâne mésoaméricain, et puis aussi sur les dernières fouilles qui ont été faites à Notre-Dame de Paris. Voilà, je vous remercie beaucoup.